Mesdames et messieurs, comme je disais tout à l'heure, passons donc au panel numéro 5, ou le dernier panel de la journée. Et c'est sur le tourisme. Et je rappelle donc le thème est « Comment rendre attractif la destination Congo ?» Ce panel est donc animé par Monsieur François Chignac de Euronews. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci de votre présence. C'est toujours un exercice un peu délicat de conclure un forum. Il va falloir que je garde votre intérêt pendant encore une heure, surtout d'autant qu'au terme de ces 48 heures d'un forum qui fut brillamment organisé et dont les interventions des panélistes furent brillantes également, mais également les interventions du ministre de la Coopération internationale, dont je remercie l'organisation, mais également des membres du gouvernement. Donc c'est toujours un peu délicat, mais je vais vous donner quelques chiffres qui vont, avec la ministre, et Madame la ministre va être d'accord avec moi, vous mettre l'accent et mettre en exergue sur l'importance du tourisme. Nous avons parlé aujourd'hui d'exploitation minière, nous avons parlé d'exploitation forestière, nous avons parlé d'exploitation de l'énergie, du transport. Le tourisme aujourd'hui pour le Congo et le continent africain, c'est une transversalité de tous ces domaines. Le tourisme, c'est le transport, le tourisme, c'est la santé, le tourisme, c'est les infrastructures, le tourisme, c'est la fiscalité, le tourisme, c'est tout cela. Donc il y a véritablement une transversalité de ce domaine. D'ailleurs, je vais arrêter d'utiliser le terme secteur touristique, je vais parler d'industrie touristique et vous verrez l'importance de l'industrie touristique dans les partenariats publics-privés. En l'occurrence, quelques chiffres. Aujourd'hui, le tourisme en Afrique, c'est 60 millions de touristes internationaux qui viennent sur le continent africain. 4 touristes sur 10 sont africains. Donc il y a un tourisme sur le continent qui est très important. Le tourisme, c'est également un tourisme d'affaires. Aujourd'hui, sur le continent africain, le tourisme, c'est 9,5 points de PIB du continent africain et c'est près de 23 millions d'emplois. Et le Congo, allez-vous me dire, parce que ça c'est le continent africain, le Congo, ce sont des parcs nationaux, c'est un écotourisme, c'est un tourisme d'affaires, c'est un tourisme mémoriel et c'est une destination Congo qu'il faut brander, il faut faire du marketing. Donc je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, d'applaudir les intervenants qui vont vous éclairer sur ce secteur très important dans lequel le partenariat public-privé intervient. Je voudrais d'abord, sous vos applaudissements, que vous puissiez accueillir Madame la ministre du Tourisme et des Transports, Destinée Dougaga. Merci Madame la ministre. Deuxième panéliste, Karen Watterson, qui est la directrice des opérations de Congo Conservation Company, qui est là. Merci de l'applaudir. Et enfin, pour terminer, nous allons parler du tourisme d'affaires. Il nous accueille dans un lieu merveilleux, avec une organisation merveilleuse et brillantissime aussi. Je voudrais que vous applaudissiez Monsieur Driss Chafik, qui est le DG du Centre international de conférences et du Grand Hôtel de Kintélé. Madame la ministre, ma première question
va s'adresser à vous. Je vais vous faire part d'une anecdote. Hier, je discutais avec une jeune personne, jeune femme africaine, ce qu'on appelle une repate, qui me disait « Je veux m'installer en Afrique. Que me conseillez-vous » J'ai eu la chance, le privilège et le plaisir de vivre, moi, 4 ans et demi au Congo. Je lui ai dit, elle m'a parlé de plusieurs pays. Elle m'a dit le Rwanda, elle m'a cité plusieurs pays de la région, de la sous-région et du continent. Et nous étions ensemble dans le bus qui nous a amenés à Kintele, et simplement sur les quelques kilomètres qui séparaient le centre de Kintele, je lui dis, mais regardez autour de vous. Regardez la beauté de ce paysage, regardez l'infrastructure touristique, l'infrastructure hôtelière, et surtout, ça c'est très important, ça a été cité tout à l'heure sur le transport, la stabilité du pays. Donc, Madame la Ministre, comment aujourd'hui rendre la destination Congo attractive, la rendre pour 3 types de personnes, la rendre attractive pour le tourisme continental, africain, pour les touristes internationaux et pour le tourisme d'affaires. Vaste question. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer à propos du tourisme, de la question de l'attractivité de la destination Congo, Congo-Brazzaville évidemment. D'entrée de jeu, je voudrais quand même rappeler combien le tourisme était un important moteur de croissance dans l'économie mondiale. Vous avez évoqué quelques chiffres au niveau du continent. 21 millions d'emplois sur le continent, Madame, ce sont des chiffres de l'ONU. Effectivement, vous avez évoqué des chiffres au niveau du continent, mais moi je voudrais nous inviter à faire un regard rétrospectif au niveau mondial cette fois-ci. Jusqu'en 2019, le tourisme contribuait à hauteur de près de 10% du PIB, vous l'avez dit, 9, quelque chose du PIB mondial. Une contribution supérieure à celle de l'industrie automobile, par exemple. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une contribution supérieure à l'industrie agroalimentaire et même pétrolière. Jusqu'en 2019, l'Organisation mondiale du tourisme a enregistré en termes d'entrée de touristes internationaux au niveau mondial un chiffre d'environ 1,4 milliard jusqu'en 2019, avec une incidence en termes de recettes touristiques mondiales d'environ 1700 milliards de dollars. Et on parle donc d'environ 126 millions d'emplois générés, soit 3,9% de l'emploi global du monde. C'est un secteur, c'est un moteur de la croissance, nous l'avons dit, mais c'est aussi un secteur très sensible à la conjoncture. À partir de 2020, nous avons vécu une conjoncture sanitaire très alarmante avec le Covid-19 qui a eu son lot d'impact sur le secteur. Et donc là, à ce niveau, en 2020, c'est le déclin. L'Organisation mondiale du tourisme nous informe que en 2020, l'entrée des touristes internationaux a chuté à hauteur de 1 milliard. Vous imaginez l'écart de 1,4 milliard à 1 milliard. Et les recettes touristiques aussi ont baissé jusqu'à environ 950 milliards de dollars.
et ce qui correspond à une hausse de chômage d'environ 5,5% au niveau mondial. Nous parlons du niveau mondial. Donc c'est environ 100 à 120 millions d'emplois qui se sont retrouvés menacés à cause du Covid-19. Mais ce qui est intéressant, il y a l'Organisation mondiale du tourisme a donné des prévisions qu'il devait avoir un retour progressif à la normale d'ici à 2023. Donc le tourisme mondial devait repartir à la hausse entre 2023 et 2024 avec un redressement fragile, mais tout à fait un redressement quand même. Oui, il y aura, selon les prévisions, une résilience, en l'occurrence, du secteur touristique. Exactement. Maintenant, pour parler du cas du Congo-Brazzaville, il faut que nous commençons par énumérer l'existant avant de parler de l'attractivité. Le tourisme au Congo, c'est un parc hôtelier. Là, nous sommes en 2018, les chiffres actualisés de 2018, parce que depuis 2018, je dois préciser que l'annuaire statistique n'a pas encore été actualisé. Donc, selon les chiffres de 2018, le parc hôtelier, c'est d'environ 960 établissements d'hébergement. Le tourisme a contribué à hauteur d'environ 2% de la richesse nationale, avec un faible impact sur les emplois générés. C'était environ des entrées de touristes internationaux dans l'ordre de 150 000 entrées. Et bon, il est de notoriété publique que le Congo dispose d'énormes potentialités touristiques inexploitées, sinon insuffisamment exploitées. Les raisons, d'abord, la faiblesse d'investissement dans le secteur, mais il y a une autre raison majeure, c'est que nous sommes restés longtemps dépendants au secteur pétrole dans la construction de l'économie nationale. Mais c'est une situation, c'est une réalité pour laquelle je pense que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a très rapidement pris conscience qu'il fallait réorienter la voie du Congo dans la construction de l'économie nationale. C'est pour ça qu'il a fait un certain nombre de choix stratégiques dans l'objectif de construire l'économie nationale. Et donc, parmi ces choix stratégiques, il y a le tourisme qui est désormais retenu pour ses apports dans la croissance et le développement du pays, mais aussi pour permettre à ce que nous puissions renforcer l'image et l'identité du pays. Alors, la vision du président, qui a été traduite par son projet de société, a prévu de diviser le territoire en 3 zones touristiques. Et cette vision suit également le plan national de développement 2022-2026. Mais à ce niveau aussi, il faut préciser que les jalons avaient déjà été posés lors de l'élaboration du plan national de développement 2016-2022. À ce niveau, il avait déjà été prévu de développer le tourisme afin qu'il contribue, en tout cas dans la vision du chef de l'État, afin que le tourisme contribue à hauteur d'environ 10% du PIB. Mais avec la conjoncture,
la conjoncture d'abord économique, puisque nous avons fait face aussi à une crise majeure économique et financière, ajouter à cela la conjoncture sanitaire, a fait qu'il fallait réorienter cette approche. D'où, dans le nouveau PND, il est prévu 95 projets déclinés en 4 programmes, notamment le premier programme, c'est l'aménagement des voies d'accès aux sites touristiques. Le deuxième projet, c'est sur la construction d'infrastructures touristiques. Troisième projet, c'est la viabilisation des sites touristiques. Et le dernier projet, dernier programme, c'est la gouvernance du secteur. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que nous avons déjà réalisé, justement pour répondre à cette question, je dirais que pour que le touriste, à quelque niveau que ce soit, n'importe quel type de touriste, n'importe quel acteur touristique trouve son compte au Congo, il aurait fallu que nous mettions en place, nous créons des conditions préalables au développement du tourisme. Alors, c'est ce que nous avons commencé à faire en mettant en œuvre un certain nombre de réformes du cadre juridique, parce que c'est d'abord cela le socle. Nous ne pouvons pas parler de développement du tourisme et sans procéder au préalable par la réforme du cadre juridique. Donc, c'est pour rassurer le touriste et les acteurs du secteur que désormais, au Congo, il existe une loi sur la réglementation du tourisme, ainsi que l'ensemble de ses textes d'application, que je pourrai citer plus tard. Il existe une loi qui institue le guichet unique du tourisme, dont l'objectif de faciliter les procédures dans la dématérialisation des procédures administratives. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire, justement, pour que ce socle permette à tous ceux qui s'intéressent au secteur de s'insérer confortablement? Ce qui reste à faire pour nous, c'est, dans un premier temps, réactualiser la politique nationale de développement du tourisme qui existe depuis le PND 2016-2022. Il est question de l'arrimer à l'actualité, puisque le contexte a évolué. Ensuite, il nous faut actualiser un décret qui institue un conseil supérieur de tourisme, de faire en sorte que, au lieu que nous parlons de conseil supérieur de tourisme, que nous parlons d'un comité interministériel de tourisme. C'est bien la transversalité dont je vous parlais Exactement. Tout à l'heure. Exactement. Donc ce sera un cadre de concertation pour l'ensemble des acteurs, publics comme privés, du secteur. Et ce cadre nous permettra d'aborder les questions importantes, les questions récurrentes, comme celle de l'amélioration de la connectivité aérienne, comme les questions de visa touristique. Et donc, notre ambition, c'est de faire que ce cadre de concertation soit présidé à un niveau très élevé, par exemple de la primature. Ensuite, ce qui nous reste à faire, eh bien, c'est les textes d'application du guichet unique du tourisme, parce qu'il nous faut aller vers la dématérialisation. C'est un impératif. Et ensuite, j'ai parlé du PND 2022-2026 qui consacre, je dois notifier que ce PND consacre pour l'investissement en vue du développement du tourisme un budget d'environ, un chiffre rond que j'ai arrondi, environ 1068 milliards de francs CFA. Cependant, l'État n'a la capacité de financer
le développement du tourisme qu'à hauteur d'environ 218 milliards de francs CFA. Et donc le reste est censé être financé par l'apport extérieur. D'où la nécessité pour nous de faire appel aux partenaires privés, comme un peu à l'instar des autres pays, pour développer ensemble le tourisme qui est encore à un stade embryonnaire. Vous l'avez relevé, c'est un paradis à promouvoir, c'est un paradis à exploiter. Et donc, le gap de financement qui doit s'élever autour, si ma mémoire ne me joue pas des tours, autour de 850 milliards de francs CFA, eh bien nous avons besoin de l'apport des partenaires. C'est pour ça que nous saluons toutefois l'arrivée de ce département dédié au partenariat public-privé. Ça sera un catalyseur pour nous, les secteurs. Les secteurs qui ont été choisis pour la relance de l'économie, pour ce département des partenaires publics-privés va nous aider donc à mobiliser les ressources extérieures en recherchant les partenaires qui peuvent s'intéresser à développer le tourisme au Congo. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je reviendrai vers vous un peu plus tard. Si je fais une synthèse, vous nous avez dit que le Congo, en l'occurrence dans cette industrie touristique, rentrait en résilience pour deux choses. La première, le Covid, la deuxième, les difficultés économiques que le pays a affrontées ces dernières années. Mais en l'occurrence, surtout ce que je retiens, c'est que le tourisme est un gisement, est une mine d'or. Nous avons parlé du secteur minier, de l'exploitation, mais c'est une mine d'or. Il faut simplement professionnaliser. Le secteur est déjà professionnel, mais sur ses process et sur ses piliers fondamentaux, il faut revoir peut-être les fondamentaux pour mieux s'envoler. Nous sommes d'accord, et pour véritablement engranger les recettes, en l'occurrence, qui sont normalement échues à cette destination Congo, qui est une destination paradisiaque. Nous sommes d'accord ? Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos introductif, c'est un secteur qui est totalement transversal, qui nécessite donc une véritable articulation des autres secteurs compétents pour un véritable décollage. On ne peut pas parler, par exemple, de tourisme sans parler de transport. Tout à fait, on en a parlé auparavant. Voilà. Tous ces secteurs sont concernés par le tourisme. Le panel qu'il y a eu tout à l'heure, on ne peut pas parler de tourisme si on ne parle pas d'aménagement des voies de transport, si on ne parle pas d'un certain nombre d'aspects. Et donc, le tourisme, en réalité, c'est comme un secteur satellite qui a vocation à s'enclencher à d'autres secteurs pour pouvoir exister. Bravo, Madame la Ministre. Sans satellite, aujourd'hui, il n'y a plus de communication. Donc, c'est essentiel. De par autour de la Terre, il n'y a que des satellites. Les satellites facilitent la communication partout. Le tourisme, c'est la même chose. Exactement. Il y a un peu d'écho lorsque vous parlez, mais je fais un effort pour vous saisir. Il faut que je mette mon micro un peu plus bas. Je vous disais que le tourisme, et que vous avez utilisé la métaphore du satellite, le tourisme, c'est un satellite. Sans satellite, aujourd'hui, il n'y a plus de communication de par le monde, dont c'est très important. Oui, on peut le dire, oui. Je vais me retourner vers la deuxième panéliste, en l'occurrence, Karen Watterson. You are the director of the operational direction of Congo Conservation Company. We will speak in French. Donc nous allons parler en français. Karen parle très bien français, nous avons échangé par ailleurs. Et il y a une question qu'elle souhaitait aborder qui est très importante, c'est sur je vais utiliser un terme anglais, vous allez tous le comprendre, puisque tous vos secteurs sont concernés par cela, c'est le branding de la destination Congo. Aujourd'hui, je crois que c'est une question, une problématique, un écueil peut-être qui vous tient particulièrement à cœur. Comment aujourd'hui on brand la destination Congo? Karen. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité de rester ici aujourd'hui avec tout le monde. Merci, Monsieur le ministre de Coopération internationale et Madame la ministre du Tourisme.
C'est branding et le brand Congo, c'est une question toujours un peu difficile et ça c'est quelque chose qui nous affecte chaque jour. On est ici au Congo depuis 2011-2012 avec les lodges et ce qu'on avait toujours travaillé, c'est qu'on n'avait pas fait le marketing de notre lodge. Toujours c'est nécessaire pour nous pour faire le marketing de Congo. Et ça, c'est en train de changer un petit peu, mais en avance, c'est toujours le problème de le marque Congo, qui est toujours confusé avec RDC, avec la sécurité, les challenges de sécurité, où on avait toujours trouvé les clients internationaux qu'ils n'avaient pas connaissé de Congo, que c'est de Congo. Donc, premièrement, on avait toujours communiqué avec les agences internationaux et avec les touristes privés que, premièrement, on a besoin d'expliquer que c'est deux Congo et qu'est-ce que c'est la différence. Deuxième question et point, c'est toujours la situation que Congo, Congo-Brazzaville, c'est un pays très facile pour visiter, la sécurité c'est assuré, c'est facile pour les femmes, pour voyager à seul, ça c'est important, et on avait prendre beaucoup de temps sur ça. Ce qui est très intéressant, et avant de Covid, on avait trouvé ça notre deux grands challenges de marque. Après Covid, c'est très intéressant que les choses sont en train de changer. Premièrement, on avait vu que l'entrée au Congo s'est augmenté dans les marques internationales et c'est seulement parce que ça c'est notre marche, notre client c'est plus les internationaux, qu'on avait vu qu'immédiatement ils commencent à connaître que c'est deux Congo. Et pourquoi? Une chose on pensait, c'est l'importance du bassin de Congo dans COP26, que ça savait comment ça changer. La deuxième chose, c'est les clients internationaux avons commencé vraiment pour chercher les produits intéressants et différents. Donc, on n'avait pas une compétition entre Congo et Afrique du Sud, Afrique de l'Est. On avait une compétition avec les produits vraiment intéressants dans le monde, l'Antarctique, le Arctique, Costa Rica, les produits vraiment de découverte. Et les clients cherchent maintenant, après 2 ans de Covid, ils cherchent la tranquillité. Ils cherchent vraiment une place qui n'est pas avec 1 milliard d'autres touristes. Ils ne veulent pas la compétition. Ils veulent relax. Ils veulent voir quelque chose de différent. Et on voit, ça c'est un changement. Mais maintenant, c'est plus important qu'on prenne le temps pour vraiment réaliser le marque, clarifier très bien entre les deux Congos, les deux pays, qu'est-ce que c'est la différence, et promouvoir et soutenir les choses que Congo s'est assuré. C'est un pays facile pour visiter. Et je pense que le temps, c'est maintenant. Parce que le bassin de Congo est vraiment visible en ce moment, donc on a besoin d'utiliser le temps maintenant pour établir une très bonne marche, pour promouvoir les différents produits. Et comme vous avez dit, François, c'est pas seulement les parcs nationaux et la nature, mais c'est beaucoup de produits différents. Et on a besoin de lancer ça dans le monde. Et prendre beaucoup de l'argent, parce que ça a besoin de l'argent. Promotion a besoin de l'argent. C'est prendre l'argent pour promouvoir le pays. Parce que ce qu'on avait expérience, c'est difficile pour faire ça seul. Pour quelques années, on est le seul dans les marches très connues internationaux, ITB, Berlin, WTM et tout ça. C'est difficile pour faire ça seul parce qu'on a besoin d'un budget un peu plus grand et on a besoin de beaucoup de documentaires de Congo et tout pour avancer la communication de marque. Thanks a lot, Karen. Donc si je résume, il faut véritablement porter l'effort sur le branding, un autre branding du Congo, et surtout le fait que ça soit une destination sûre, calme, sérieuse et facile finalement, ce que les gens ne savent pas. En l'occurrence, je vais me retourner vers votre voisin, Driss Shafik, qui est le DG du Centre international de conférences et Grand Hôtel de Kintele, qui nous accueille. Je crois qu'on peut l'applaudir et on peut le remercier. Comme je le disais en introduction, Driss Shafik, le tourisme d'affaires est très important. Aujourd'hui, nous avons dans cette assistance des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui sont venus de pays étrangers. Vous faites, vous, des roadshows, en l'occurrence, pour faire connaître cette destination Congo et cette destination Kintele qui s'adresse véritablement par votre hôtel
à un tourisme d'affaires. Néanmoins, il y a peut-être, et je reviens sur cette idée de transversalité, peut-être des écueils, de petits écueils, mais des écueils à faire sauter peut-être pour apporter encore plus et drainer encore plus de capitaux à l'intérieur du pays au travers de ce tourisme d'affaires. J'aimerais que vous éclairiez un petit peu l'assistance sur peut-être ces écueils et sur votre manière, vous, de vendre, entre guillemets, à l'extérieur, ce tourisme d'affaires au Congo. Merci. Merci à tout le monde, monsieur et madame les ministres. Effectivement, la question elle est vraiment pertinente et je rejoins aussi dans le même volet madame la panéliste quand elle a parlé de branding, marketing et surtout qu'on arrive à un moment donné à avoir une identité touristique au nom Congo qui devrait représenter derrière ce nom toute la culture. Et bien sûr, parce qu'effectivement, moi personnellement, j'ai découvert la culture congolaise il y a quelques années. Et je me souviens de mon premier jour d'arrivée où je suis arrivé. Le passage m'a vraiment marqué. Le fait d'arriver à l'aéroport, c'était un peu tôt le matin, vers 6 heures du matin. De l'aéroport jusqu'à le viaduc, arriver, le stade et le centre de conférence de Kintele, j'étais vraiment positivement impressionné. Et voilà, en premier lieu, c'était une très belle impression. Voilà, je pense que pour moi, ça ressemble quand même à un circuit. C'est un petit circuit, mais c'est un circuit. Maintenant, il faut bien le vendre, il faut lui donner une image, il faut lui donner un nom et surtout une identité. Bon, je peux prendre aussi le centre et le grand hôtel de Kintele comme étant un bon exemple, parce que c'est une petite expérience qu'on peut extrapoler. Pourquoi? Surtout sur le tourisme d'affaires et aussi en partie sur d'autres formes de tourisme. Bon, le tourisme d'affaires, on sait depuis qu'on gère cet établissement, ce joyau, on a vite compris que voilà, 99 jusqu'à 100% de notre clientèle, ça sera de la clientèle d'affaires. C'est normal, voir la destination. Mais ça n'a pas empêché qu'en parallèle, on a pu développer quand même du tourisme autre que les affaires, genre par des forfaits week-end. Ça veut dire qu'on a travaillé sur l'offre, qu'on était plus flexible, hein, et on a étudié aussi le pouvoir d'achat des Congolais. Alors maintenant, même les Congolais, ils peuvent, et ils le font depuis longtemps. On a pas mal d'engouement sur les week-ends, ils viennent en famille, etc., etc. Et on a compris qu'il y a possibilité de développer quelque chose, malgré que c'est pas vraiment encore bien branché. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Ça, on l'a fait. Je pense que ça a fonctionné. Je donne un exemple de l'hôtel. Maintenant, sur le tourisme d'affaires, c'est que personnellement, par ma petite expérience, quand on est arrivé, on avait ce volet commercial qui est très important. Et pour commercialiser le centre, certainement, il y a l'interne et il y a l'international, local et international. Sur le local, la vérité, je pense, c'est par le travail, par la formation, par les standards, par aussi l'expérience que nous-mêmes on a acquis avec notre personnel, qu'on a arrivé à pouvoir maintenant donner un produit de qualité que le retour de tous les intervenants internationaux, je pense, nous, on a des retours qui sont très positifs relativement à d'autres pays, parce qu'ils font le tour du monde, la plupart qui viennent, ils font d'autres pays, alors ils disent qu'on est vraiment bien placé et le produit, il est magnifique. Maintenant, pour pouvoir un peu vendre à l'international, on est allé faire des roadshows. Moi, personnellement, j'en ai fait pas mal. Ce qui est vrai que maintenant, je pense qu'on peut vendre la destination sous forme de tourisme d'affaires à l'étranger. Je pense qu'on a l'infrastructure, on a ce qu'il faut, on a du personnel qui commence à être bien qualifié et maintenant, voilà, on peut le vendre. Maintenant, comment? C'est vrai qu'il faut mettre un nom, il faut que le Congo soit présent sur pas mal de roadshows
Comme ça, on a plus de visibilité, on a plus d'images. Et nous, en tant qu'intervenants, il y a moyen, c'est plus facile d'intervenir avec quelque chose derrière que juste avec des digitales, des photos. Et la vérité, parmi les choses qu'ils ont tout le temps sorties, c'est qu'on n'est pas encore concurrentiel dans le sens des prix. Parce que sur le continent africain, maintenant, on est en train de se positionner. Sauf que si je me compare avec l'Afrique du Sud ou avec le Nord africain, au Rwanda ou autre, on est encore trop cher. C'est sûr. Voilà. Je pense que là-dessus, il y a moyen de faire un effort pour qu'on arrive à un moment donné à voir, parce qu'on n'est pas seul sur le marché africain, mais il y a moyen d'aller chercher beaucoup d'événements à l'échelle internationale, mais on peut faire, nous on essaye par rapport au prix, des fois ça nous arrive de proposer un prix où notre marge tend vers zéro, mais sur l'ensemble mix de vente, on dit voilà, peut-être on ne va pas gagner sur cette partie-là, mais on peut gagner sur autre chose. On peut le faire, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Ça. Merci pour cette intervention intéressante, mais ça me permet de relancer la ministre, si vous le permettez, monsieur le DG de Kintélé. Notre intervenant vient de parler du fait qu'en termes de prix, il n'était pas totalement concurrentiel. Donc il est challengé par d'autres hôtels de très haute qualité, dans d'autres pays peut-être. Est-ce que, Madame la Ministre, et est-ce que c'est peut-être pour le secteur du tourisme un écueil à faire sauter, est-ce que le poids des taxes sur l'industrie hôtelière congolaise est trop important? C'est une question totalement naïve que je pose, mais est-ce véritablement un levier, pas un levier, mais un écueil qu'il faut peut-être, sur lequel il faut travailler? Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai parlé de la mise en œuvre très prochaine, nous y travaillons, d'un organe de concertation que nous souhaitons bien dénommer un comité interministériel de tourisme. Et là, ce sera donc le lieu d'évoquer un certain nombre de questions inhérentes au développement du tourisme, notamment la question des rapports concurrentiels, la question des tarifs, parce qu'il nous faut une standardisation des tarifs qui s'arrive aux normes internationales. Dans quelques jours, certainement, nous allons procéder à la classification des hôtels, des établissements d'hébergement touristique au niveau du Congo, par exemple, avec l'appui de l'Organisation mondiale du tourisme. La question des taxes, c'est une question importante, mais en même temps, je disais tout à l'heure au ministre des partenariats publics-privés, c'est un cercle vicieux. Les acteurs du secteur hôtelier se plaignent du fait qu'il y a des taxes, mais en même temps, les usagers aussi se plaignent du fait que l'accessibilité n'est pas tout à fait à la portée de tous les touristes, surtout locaux, pour l'hébergement au niveau, par exemple, des sites. Si je prends l'exemple, permettez-moi, madame, c'est pas pour vous indexer personnellement, mais c'est une préoccupation que nous partageons tous. Si je prends l'exemple des parcs nationaux qui sont déjà aménagés et protégés au niveau de la zone touristique nord, par exemple, je prends l'exemple je vais les citer parce que ce sont ces parcs qui font aussi la fierté de la destination Congo. Nous avons le parc Nwabale Ndoki, au Dzalakokwa, où il existe des lodges qui accueillent des touristes, mais ces endroits ne sont pas à la portée du Congolais lambda, par exemple. Mais en même temps, lorsque nous échangeons avec les acteurs, donc notamment vous-même, madame, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées. Vous parlez de questions d'accessibilité, des coûts de transport, et c'est ça qui fait que vous mettez vos prix
à la hauteur que vous les mettez. Mais pour le Congolais aussi, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas profiter de la richesse touristique, du patrimoine dont nous disposons, alors que le touriste qui vient à l'international facilement peut se rendre à Nwabale Ndoki ou à Ozala Kokwa et loger dans les lodges qui sont hors de prix en fait pour le Congolais lambda. Et donc c'est un cercle vicieux comme je le disais. Il faut donc de véritables assises pour que nous regardions à quel niveau il faut agir. L'acteur hôtelier se plaint des taxes, l'usager touristique, le touriste aussi se plaint de ce que les tarifs sont trop élevés au niveau des hôtels, et le transporteur aérien aussi à ce niveau se plaint des taxes, mais le touriste aussi se plaint du coût des tarifs des billets. Et donc il faut il faut vraiment que nous mettions en place cet organe de concertation qui va réunir les pouvoirs publics et les acteurs privés pour qu'ensemble nous puissions nous entendre sur le lieu où il faut agir pour que nous tombions tous d'accord, nous trouvons un compromis sur toutes ces questions qui sous-tendent toujours. Merci Madame la Ministre, c'est très clair. Donc en l'occurrence, de ce cercle vicieux, il faut en faire un cercle vertueux. Et en l'occurrence, le levier pour arriver vers ce cercle vertueux, ça va être le partenariat public-privé. Lorsqu'on est un partenaire privé et que l'on veut, en l'occurrence, investir par le biais d'un partenariat public-privé sur le secteur du tourisme, comment peut-on vous aborder? Comment peut-on aborder le ministère, votre ministère? Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai souligné le fait que nous étions en train de créer les conditions pour favoriser notamment l'activité touristique au niveau du Congo. Et notre rôle en tant qu'administration du tourisme, c'est d'accompagner le mieux possible les acteurs du secteur. Je crois que nous essayons de faire de notre mieux dans la mesure du possible pour que les carcans de l'administration ne soient plus un poids pour les acteurs de tourisme et de l'hôtellerie. Nous essayons de trouver le mieux possible, le juste milieu, avec les acteurs du secteur, sans trop les étouffer aussi, sans trop les étrangler, surtout au regard du contexte dans lequel nous sortons. Et donc nous faisons appel aux partenaires privés en tant qu'accompagnateurs. Il est très facile, d'ailleurs, madame qui est à notre côté, il a l'habitude de nous approcher. Nous appelons énormément les acteurs touristiques de ne pas hésiter à nous approcher, parce qu'il est très facile de nous aborder, parce que c'est notre rôle de faciliter l'activité économique à leur niveau. Nous n'avons pas pour rôle de les suffoquer, nous n'avons pas pour rôle de les empêcher d'exercer, mais plutôt nous sommes là pour réguler l'exercice de le champ de leur exercice. Et donc, le ministère du Tourisme est là, c'est le partenaire privilégié de tous les acteurs privés qui investissent déjà dans le secteur et qui souhaitent rejoindre le secteur. Je vous remercie Madame la Ministre. Nous allons prendre des questions, 2 ou 3 questions dans l'assistance à l'adresse de ces intervenants. Vous avez remarqué leur haute qualité, donc soyez précis dans vos questions aussi, je suis sûr qu'il y a des questions. Je voudrais rappeler une chose quand même, moi qui travaille sur le continent africain depuis des années et qui fait de l'information, on a énormément parlé, on parle de la révolution digitale sur le continent africain. Dites-vous bien que nous sommes à l'aube d'une révolution de l'industrie touristique en Afrique aussi, qui va concerner véritablement du tourisme à l'intérieur du continent. Des questions à l'adresse de la ministre, de Karen ou du DG de Kintele. Merci, monsieur le modérateur. Ma question s'adresse à Madame la directrice de Congo Conservation Company. Je crois Madame la ministre du Tourisme a
a fait l'éloge des 2 aires protégées qui constituent aujourd'hui la fierté du Congo dans le cadre du partenariat public-privé. Je parle du parc national de Ozala-Kokwa et le parc national de Nwabale-Noki. Mais le Congo a, presque tous les départements du Congo, nous avons les aires protégées. Mais ces aires protégées ne bénéficient pas du même regard que les 2 que je venais de citer. Et donc, je voudrais, Madame, vu votre expérience dans le domaine, quelles sont les conditions pour développer les partenariats publics-privés dans les autres aires protégées? Je vous prends par exemple du Niari, qui est le seul département au Congo qui a 5 aires protégées. Je vous remercie. Oui, c'est pas facile pour développer l'écotourisme ici en ce moment et c'est définitivement pas facile dans les parcs nationaux. Peut-être Ozala-Kokwa c'est un des plus difficiles parce que c'est très loin et l'accessibilité de Ozala-Kokwa c'est un des plus difficiles. Donc ça, j'ai besoin d'adresser ça premièrement. Deuxième chose que j'ai besoin de dire, c'est on n'est pas encore durable. Donc on est arrivé sur ça, mais on n'est pas déjà là. Et le raison pour ça maintenant, c'est 2 coûts. Le coût de l'aviation, parce qu'on a besoin de notre avion. On avait notre avion qui a besoin d'atterrir à Ozala pour avoir les clients internationaux. Et la deuxième chose, c'est, je pense, le coût de taxes. Ça, c'est difficile, pas de taxes de tourisme, mais je pense les autres taxes de douane, etc. Donc, ça, c'est la difficulté pour nous. Mais ce que, pour moi, c'est très important et l'importance du tourisme ici, et comme François a dit, on touche dans tous les différents ministères aussi ici, c'est tourisme créer les opportunités très bien pour le secteur formel et informel. Donc, c'est possible dans le tourisme qui n'est pas plus facile dans les autres secteurs pour commencer avec un produit bas et augmente sur ça. On avait les 3 lodges luxe, si vous voulez utiliser le terme, à Ozala et l'année prochaine, au fin de l'année prochaine, on va commencer à construire 2 lodges à Nwabale-Ndoki. Mais ça n'adresse pas les produits dans le milieu pour le Congolais ou avec un prix bas pour les backpackers, les étudiants et tout. Donc, c'est les opportunités là-bas pour développer les autres produits qui prennent un prix bas et avec un produit qui est moins cher. Et ça a besoin les partenariats entre le Congo, entre le secteur privé et avec le parc. Je pense aussi que c'est beaucoup de bonnes opportunités, pas dans le parc, parce qu'au ce moment dans le monde, c'est actuellement pas mieux pour développer dans le parc, c'est mieux pour développer à côté du parc. Parce que dans le parc, ça crée toujours un risque pour les animaux et tout. C'est mieux dans le monde pour développer autour du parc. Donc, c'est les opportunités pour les villageois, pour développer le tourisme culturel, pour dormir dans un village et pour avoir les activités culturelles dans le village et prendre, par exemple, les activités ou à côté du parc ou dans le parc. Et on voit ça à Ozala avec Imbalanga, qu'on est en train de travailler avec le parc pour développer un produit communautaire avec un prix bas, qui utilisait les villages autour du parc pour avoir les activités de gorilles ou culturelles. Donc, c'est vraiment possible pour développer les produits à côté avec la route nationale 1 et 2, toutes les routes, et aussi avec la route à Kankwati, c'est les opportunités sur la route. Donc, on n'a besoin pas de développer dans le parc, on peut développer en route pour créer vraiment un package et une route, un circuit. C'est vraiment, dans le pays, c'est vraiment beaucoup des opportunités différentes. Un autre qui est vraiment pas valorisé ici, c'est le fleuve Congo. C'est les opportunités pour développer les choses sur le fleuve Congo. Tout notre touriste veut arriver sur le fleuve. Si on avait les packages sur ça, c'est les opportunités pour pêche, les grandes pêches, tiger fish ou les autres fly fishing. Donc, c'est pas nécessaire pour toujours chercher les grands produits qui coûtent trop cher. C'est possible pour commencer petit et agrandir dans le secteur écotouristique. J'avais répondre à la question bien, je ne suis pas sûre. Nous pouvons prendre encore
Deux, trois questions. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Ma question s'adresse à madame la ministre. Je suis monsieur Mbou, Maximin. Madame la ministre, je voudrais vous poser la question en ce qui concerne la marge ou les marges de manœuvre dont vous disposez pour vraiment mener à bien votre mission. Vous savez, votre ministère est un ministère transversal. Tout à l'heure, la dame a parlé de la navigation sur le fleuve. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis de la diaspora. Je vis ici et là-bas. Quand je reçois des amis ici, nous sommes allés le long de la corniche et ils ont vu le fleuve. Et ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut visiter Brazzaville par là? J'ai dit, surtout, n'allez pas là-bas, il y a des hippopotames, sinon on va mourir dans l'eau. Enfin, c'était une blague. C'est pour dire que c'est quand même dommage que nous ayons ce fleuron, le fleuve, et que nous ne puissions même pas avoir une navigation de plaisance sur le fleuve. Même chose, j'ai voulu les amener à Pointe-Noire. Sur la route Brazzaville-Pointe-Noire, vous avez au moins 7 péages. Et à chaque péage, vous devez laisser 1500 pour un trajet qui doit faire 390 km à peu près jusqu'à Pointe-Noire. L'aller-retour, ça fait 21 000. Donc, ça vous demande un grand budget. Quant à Ozala, tout en haut là-bas, le budget se chiffre en millions. Et tous les Congolais ne peuvent pas se le payer. Donc, moi, concrètement, la question que je voudrais vous poser, quelle est votre réelle marge de manœuvre dans votre ministère, en sachant que vous êtes transversal, vous devez travailler avec le transport, vous devez travailler avec les infrastructures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que cette question rejoint un peu, je pense, la précédente question à propos des taxes. Je pense qu'il s'agit simplement là des revendications sur les facilités. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme est resté longtemps hors de notre champ de prédilection à cause de la dépendance avec le secteur pétrole. Je disais que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a une réelle volonté politique qui s'est exprimée. Le président de la République a relevé un vrai défi en faisant le pari de promouvoir le tourisme désormais. Évidemment, à ce stade, c'est normal qu'il y ait encore un certain nombre de difficultés qu'il faut relever, puisque c'est un secteur embryonnaire. Nous l'abordons ensemble avec les partenaires privés. Donc l'État aussi, vous me parlez de la marge de manœuvre, je vous ai parlé de la capacité de financement de l'État qui est prévue par le plan national de développement, qui est estimé à 218 milliards de francs CFA sur environ 1068 milliards prévus de prévisions. Mais l'État aussi éprouve des difficultés compte tenu du contexte économique et financier. D'où la nécessité, sinon l'exigence, l'impératif de travailler avec les partenaires privés qui, eux, ont plus de capacité de nous accompagner dans cette aventure. Donc, au stade actuel, c'est normal que l'on puisse être confronté à des obstacles sur la route, sur le fleuve. C'est normal que nous ne voyons pas encore l'impact du tourisme, puisque nous l'abordons à peine. Au bout de quelques mois, nous ne pouvons pas déjà espérer que le tourisme décolle comme en Afrique du Sud ou comme on le voit ailleurs. C'est pour ça que nous devons y travailler ensemble. C'est pour ça que nous appelons les partenaires privés. C'est pour ça que nous devons mettre en place cet organe de concertation pour que nous regardions toutes ces questions ensemble. Vous l'avez dit, c'est un secteur transversal et qui donc ne peut pas marcher tout seul. Donc, il faut accorder le bénéfice du doute au gouvernement. Nous avons fait le pari de transformer ce secteur, de rentabiliser ce secteur afin qu'il contribue réellement à la création de la richesse. Faisons confiance au chef de l'État
qui a pris cette résolution et aussi facilitant nos acteurs, les acteurs privés, étrangers ou nationaux qui peuvent s'intéresser à la question. Et puis nous verrons dans quelques années ce que ça pourra donner. Voilà, merci. Merci. Une autre question? Oui, Tima Wamba, je suis producteur audiovisuel, réalisateur et romancier. Ma question touche, s'adressera à tous les concernés, répondants. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes rapproché de vos collègues ministres de la Culture, ministres de la Communication, pour vendre le Congo, ne fût-ce que par l'audiovisuel, séries télévisées, documentaires? J'en parle aussi parce que je suis depuis peu suppléant à la commission séries télévisées et documentaires à l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous savons que l'audiovisuel, c'est-à-dire les séries télévisées, les longs métrages, le cinéma, peuvent mieux vendre un pays éventuellement en mettant sur image les monuments du pays, ou bien en montrant par le biais des personnages la culture de ce pays, ou bien les diversités, loisirs et autres. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de vendre le Congo. Donc, je rejoins le volet branding, comme l'a dit le maître de cérémonie. Vous avez tout à fait raison, monsieur. On appelle ça le soft power. Donc, en l'occurrence, je vais laisser répondre peut-être la ministre, madame la ministre, ou... Oui. Oui. Oui, c'est les questions, c'est vraiment pas clair ici. Alors, la question est très simple. Monsieur est romancier, travaille dans l'audiovisuel et demandait notamment à madame la ministre s'il y avait un effort promotionnel qui était fait sur la destination au Congo via, en l'occurrence, les médias, l'audiovisuel, ce qu'on appelle en règle générale le soft power, si véritablement à l'étranger, il y avait des séries qui étaient mises en travaux pour parler du Congo, de la culture du Congo. Y avait-il des présences dans des salons du livre? Est-ce qu'on fait une promotion des romanciers, des acteurs audiovisuels de la destination Congo pour parler de cette destination? D'accord, merci. Je vois. J'ai compris un peu, j'ai compris l'esprit de la question. Il s'agit de la communication, en fait. Mais la communication a un prix, monsieur, vous le savez. Ce prix, nous devons tous le supporter avec les partenaires privés. L'État ne peut pas tout faire tout seul. C'est pour ça que nous ne cessons d'inviter les partenaires privés de nous accompagner. Déjà, je crois savoir que CCC, Congo Conservation Company, fait un énorme travail dans ce sens, dans la promotion de la destination Congo à travers l'audiovisuel, même hors de nos frontières. Nous avons besoin d'autres partenaires de ce type et nous allons faciliter leur insertion dans le secteur. Le rôle de l'État, c'est vraiment c'est le rôle de facilitateur, de régulateur. Mais dire que nous aurons les moyens, tout seuls, en tant que pouvoir public, en tant qu'administration publique, de véhiculer l'image de la destination Congo à travers l'audiovisuel, tout seul, ce serait menti. C'est pour ça qu'une fois encore, nous saluons l'arrivée du ministère des partenariats publics-privés, qui va donc nous aider à trouver ces partenaires qui seront à même de nous accompagner. Je ne sais pas si, madame, vous avez quelque chose à compléter là-dessus, par rapport à l'expérience que vous faites dans la communication, dans le cadre de la promotion de la destination Congo. Oui, merci madame la ministre. Je n'avais pas beaucoup pour ajouter parce que ça coûte cher. Je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on crée plus de promotion de la paix et promotion claire.
Et je pense ce que j'avais écouté, le touche, c'est vraiment aussi que c'est pas parce que nous, c'est écotouristique et c'est les parcs nationaux, mais c'est nécessaire qu'on promouvoie vraiment les autres choses, comme l'agriculture, comme le business, comme le fleuve. Donc c'est vraiment nécessaire qu'on prenne ça un peu plus autour du secteur. Mais c'est aussi nécessaire qu'on est visible dans les marches internationaux, qu'on est plus visible dans les médias sociaux. C'est nécessaire que ça complète. Mais une chose que je veux voir, en ce moment, qui est magnifique de voir, c'est dans les derniers 18 mois, on avait vu les jeunes et le secteur touristique congolais qui commencent à renforcer les messages, spécifiques les messages social media. Je parle de les grands Luanda Tours, Wild Safari Tours, les autres qui commencent vraiment à promouvoir le pays dans les manières différentes, dans tous les autres sites qu'on n'avait pas vus en avance. Donc, j'avais étudié beaucoup de Congo dans les derniers 18 mois, seulement de la visibilité de la secteur privé. Et ont besoin de soutien, les jeunes et les opérateurs locaux qui commencent à avancer et qui poussent les choses et qui communiquent pour le marché local et international, parce que ça commence à tourner et on voit vraiment plus de visibilité et on a besoin seulement d'avancer et renforcer ça. Je vous remercie à tous de votre écoute. Je crois qu'on peut remercier et applaudir Madame la Ministre Destinée Dougaga. Excusez-moi. Karen Watterson, excusez-moi, pour votre intervention. Et également Driss Shafik. Merci, je crois qu'on en a terminé. Vous avez une dernière question, une dernière intervention ici. Je ne suis pas sûr que... nous avons une intervention ici. Merci aux panélistes. Louis Raymond Gomez, je me présente. Il y a aussi un autre aspect qui est très important pour attirer les touristes internationaux, c'est celui de visa. On a une difficulté particulière à obtenir un visa pour venir au Congo, et je pense que l'idée d'avoir un visa à l'entrée sera un moyen de faciliter l'entrée des touristes au Congo. Maintenant, ça, c'est un message pour les compatriotes congolais. On a beaucoup poussé sur le fait que le tourisme est cher, mais il y a déjà des acteurs économiques privés qui font de manière abordable. Il s'agit déjà, par exemple, de Luanda Tours, qui fait des visites dans tout le Congo, départ de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et avec cela, vous pouvez donc découvrir un Congo qu'on ne connaît pas du tout. Et on n'y arriverait pas à croire qu'on est au Congo lorsqu'on voit ces images. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce n'était pas une question, plutôt une contribution. Et je vous remercie et vous rassure en même temps que la question du visa touristique est déjà examinée à l'heure actuelle, puisque c'est une question transversale. Ça ne concerne pas que le ministère du Tourisme. Ça, vous devez le savoir. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ce comité, je reviens encore sur ça, ce comité interministériel qui doit vraiment prendre toute sa forme et sa force. Mais en attendant, il y a déjà des discussions qui sont très avancées entre l'administration du tourisme et l'administration de l'intérieur. L'intérieur, la sécurité intérieure et tout. Nous sommes en train de regarder, d'examiner cette question. Mais vous avez raison de soulever aussi le fait qu'un certain nombre de jeunes s'intéressent déjà au secteur du tourisme. Nous ne pouvons que les encourager. Vous savez, à long terme, nous allons viser le tourisme de masse. Mais pour cela, il faut un certain nombre de préalables que j'ai évoqués tout à l'heure quand je parlais des 4 programmes qui ont été déclinés dans le PND 2022-2026. Il faut que nous créions des infrastructures, il faut que nous aménageons des voies d'accès, ainsi de suite, pour que, à long terme, nous visons le tourisme de masse. Mais actuellement, à court et moyen terme, nous encourageons beaucoup le tourisme de niche. C'est ce qu'ils font, nos jeunes. Ce type de tourisme a aussi un très fort impact d'entraînement
sur les autres secteurs d'activité économique. Donc, nous ne pouvons que les encourager et inviter les autres aussi à emboîter le pas. Et nous serons là toujours pour faciliter les procédures, nous serons là pour les accompagner le mieux possible et nous serons là pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, c'est à encourager en même temps qu'ils ne soient pas dans une situation de monopole. Il faut que d'autres jeunes aussi, pas seulement les jeunes, vous avez pris l'exemple des jeunes, mais c'est un secteur libéral qui est ouvert à tous, qui intéresse tous ceux qui en ont la passion, le désir et la possibilité. Donc voilà, je vous remercie pour votre contribution. Merci Madame la Ministre. Merci, je crois qu'on peut applaudir les intervenants et par là même le ministre pour l'organisation de ce forum. Merci. C'est terminé. Mesdames et messieurs, on applaudit encore une fois, s'il vous plaît, pour ce dernier panel. Merci.